Alors, cette semaine, comme vous le savez, la semaine prochaine, c'est la semaine de la QVT. Euh, alors, si vous ne la connaissez pas, c'est un événement qui est organisé par l'ANACT à la base, donc vraiment dédié à la qualité de vie au travail, dans le bien-être au travail. Pour l'occasion, j'ai voulu justement aborder un sujet très QVT, plus particulièrement, comment mettre en place une véritable démarche QVT, parce que oui, la QVT ne se passe pas que sur 5 jours dans l'année, mais toute l'année, hein, pour qu'elle soit utile, efficace et sincère surtout. Voilà, pour ce sujet, j'ai invité Amélie Brideau, qui est cultivatrice de bonheur au travail, et que je vais laisser se présenter de suite. Merci Jennifer. Donc effectivement, je suis Amélie Brideau et je suis experte en psychologie positive, adaptée au travail et coach certifié également. Donc j'interviens en entreprise de plusieurs manières avec des ateliers de psychologie positive pour booster le bonheur au travail, pour réveiller l'enthousiasme des collaborateurs et les rendre acteurs de leur bonheur au travail. Et j'interviens aussi par le biais du coaching, soit collectif, soit individuel. Et ça fonctionne donc pour les entreprises et aussi pour les particuliers. Ça, c'est vraiment la base de mon travail. Et super, merci Amélie. Et justement, tu parles de psychologie positive. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par ce sujet? Qu'est-ce que la psychologie positive? Alors, la psychologie positive, c'est la science du fonctionnement optimal des individus, des groupes et des organisations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a Martin Seligman, qui est un grand chercheur de base en psychologie, qui a toujours étudié pourquoi les gens vont mal et comment les faire aller mieux. Donc, souvent, ça va être des gens qui ont des troubles de dépression, des troubles mentaux, etc. Et puis, un jour, il s'est dit, mais ok, là, ça fait quand même plusieurs années qu'on étudie tous les troubles du comportement, mais on n'étudie jamais ce qui va bien. Et en fait, la psychologie positive, c'est vraiment étudier ce qui fonctionne pour l'améliorer. Si on réfléchit en termes, par exemple, d'image, un jardin, bon, bah, la psychologie classique, ça va être arracher les mauvaises herbes, quand la psychologie positive, ça va être cultiver les plantes qui poussent et qui sont jolies, qui font du bien. C'est un peu ça, la psychologie positive. Super. Et du coup, qu'est-ce qui fait que ça rentre dans une démarche QVT, justement? Ah, alors aujourd'hui, enfin, ce que j'ai pu beaucoup voir dans les entreprises, c'est que la qualité de vie au travail, elle va beaucoup passer soit par tout ce qui est gestion des risques psychosociaux, elle va pouvoir passer par la gestion du stress, elle va passer souvent par un ou une prof de yoga qui va venir faire des cours en termes de bien-être. Moi, je vois beaucoup de choses qui sont faites sur le bien-être corporel. L'ergonomie du poste du travail, c'est une obligation de l'entreprise. Donc, il y a énormément de choses qui sont faites sur ces terrains-là. Mais sur le sujet de la psychologie positive, beaucoup moins. Pourtant, travailler à ce que les individus aient un moral positif, qu'il soit dans un état, on appelle l'état psychologique positif d'un individu, qui reprend en fait le capital psychologique, ça reprend énormément de choses, l'optimisme, la résilience, le sentiment d'efficacité personnelle qui est la confiance en soi vue sous un prisme psychologie positive, l'espoir et la pleine conscience. En fait, travailler sur ces différents aspects-là de la psychologie vont permettre aux gens de se sentir mieux parce que ça fait du bien de travailler sur nos forces. Ça fait du bien de travailler sur comment est-ce qu'on peut voir le côté positif des choses sans rentrer dans le monde des bisounours. Attention, il y a plein de choses qui vont mal et qui sont à traiter aussi, mais il y a énormément de choses qui fonctionnent. Donc c'est bien aussi de s'intéresser à toutes ces thématiques-là et en fait, plus on se sent bien mentalement, psychologiquement, plus on va être aussi engagé dans notre travail et donc plus l'entreprise sera performante de facto. C'est un vrai cercle vertueux en fait. Super, merci pour ce retour. Avant d'attaquer les échanges, est-ce qu'on peut parler de ce qui est une bonne démarche QVT, justement? Ah, tu n'as pas le micro. Mais alors, on a cherché à me faire taire. Que se passe-t-il? Non, justement, je veux dire, avant de vous donner
de vous expliquer un petit peu ce que c'est que la QVT. Moi, j'avais envie de savoir ce que c'était pour vous, la QVT. Donc, je vous propose, si vous avez votre téléphone portable ou en cliquant simplement sur le lien que Camille va vous envoyer dans le chat, ou en flashant ce code qui apparaît tout de suite, de répondre à la prochaine question. Je vous laisse quelques petites secondes, le temps de flasher le code ou d'arriver sur le lien wooclap.com/canapérh. Vous me dites quand c'est bon. C'est quoi la QVT pour vous? Alors, Si jamais vous avez le lien dans le chat pour vous connecter directement, n'hésitez pas. Bien-être, oui. Bien-être des collaborateurs, se sentir bien dans son job. C'est les salariés, le bien-être qui revient encore. Oh là là, alors là, il y a plein de choses qui arrivent, je n'arrive plus à lire. Se concentrer sur l'humain, se sentir bien dans son job, adapter, reconnaissance, épanouissement au travail, plaisir, le respect, oui, être à l'écoute. Alors, le bien-être, c'est quelque chose qui revient souvent. Épanouissement professionnel, sérénité, le flow. Ah, on a des adeptes de psychologie positive. Je les reconnais. Équilibre vie pro, vie perso. L'humain, la sécurité, le salarié au cœur du sujet. Oui, la recherche de la bonne place. Ça bouge encore. L'harmonie. Ah, la bienveillance prend de l'importance. On a la bienveillance, le plaisir qui ressortent plus particulièrement. Le pouvoir d'agir sur son travail. Oui, on va en reparler tout à l'heure des collaborateurs, acteurs de leur propre bien-être. Ok. Bon, je vois que vous avez énormément d'idées. Il y a plein d'idées, oui, c'est chouette. Génial. Bon, ce qui ressort le plus, c'est bienveillance. Finalement. Ah ouais, c'est la bienveillance. Mais alors, la bienveillance, ça a vraiment été considéré à un moment donné comme le mot à la mode qu'on dit tout le temps. La bienveillance était le mot préféré des Français. Ça a été le mot de l'année du dictionnaire Le Petit Robert, je crois, en 2018. Donc, c'est une valeur qui revient souvent dans les chartes des entreprises. Et c'est bien quand on le dit, mais c'est encore mieux quand on le vit. Donc, intéressant que la bienveillance soit aussi présente en termes de QVT. C'est génial. Le sens, ah mais voilà, je ne l'avais pas vu encore beaucoup, le sens. Oui, le sens sort aussi. Le sens commence à ressortir un peu, le bonheur et la paix, yes. Ok. Donc en fait, effectivement, c'est ça, la qualité de vie au travail, ça va être... Alors, il y a une définition de l'ANACT qui propose 8 grandes thématiques de la qualité de vie au travail, qui va reprendre effectivement l'autonomie, qui va reprendre la reconnaissance. Est-ce que j'ai vu la reconnaissance? Je serais étonnée que ça n'apparaisse pas, parce que c'est quand même quelque chose qui revient souvent dans les demandes. Bon, là, je ne le vois plus, de toute façon, ça change trop. Je n'arrive plus Oui, ça bouge pas mal. Ok, mais en tout cas, la qualité de vie au travail, de base, c'est une obligation de l'entreprise de s'assurer que les collaborateurs ont un bon espace de travail, travaillent dans des bonnes conditions, en fait, qu'elles soient matérielles, organisationnelles ou morales, ou mentales, si vous voulez. Tu me posais une question au sujet de la qualité. Oui, Ah ouais. d'une bonne démarche QVT. Ouais. Alors, avant de parler peut-être d'une bonne démarche QVT, moi, ça m'intéresse. Du coup, là, j'ai eu un petit peu toutes les définitions qui arrivaient au fur et à mesure. Ce qui m'intéresserait, c'est est-ce que vous avez, vous, une stratégie QVT dans votre entreprise? Bonne question, ça. Eh oui. Non. Alors, les réponses arrivent au fur et à mesure. Pour l'instant, on est sur du 50-50. Ah ouais! Plus de non pour l'instant. Je vois seulement qu'une vingtaine de réponses. Ceux qui n'arrivent pas à se connecter, peut-être vous avez bien le lien dans le chat. N'hésitez pas, c'est très facile, hein, il y a juste à se connecter au lien.
et Ouais, il n'y a cliquer pas sur les d'infos bonnes réponses. ou quoi que ce soit. Vous y allez simplement. Ok, donc plutôt non pour l'instant. On a eu un 50-50 au départ. Et là, on se dirige plutôt sur pas de strat QVT. L'écart prend de l'ampleur au fur et à mesure, c'est le nom qui l'emporte. On Oui, va... d'ailleurs, dans le chat, il y a Alexandra qui dit que je ne dirais pas une stratégie, mais des actions ponctuelles plutôt. Ok. Ouais, action ponctuelle, ce sera effectivement une des questions suivantes. Je crois qu'elle est juste là. Voilà, vos actions, elles sont hebdomadaires, mensuelles ou annuelles. Ça va permettre de faire un lien aussi avec la stratégie QVT. Ok. Pour l'instant, on est plutôt sur de l'annuel. Ce qui serait intéressant, c'est pour les personnes qui font une action QVT par semaine, qu'elles puissent indiquer dans le chat quel type d'action elles font. Ça pourra inspirer les autres. Les actions QVT par mois, ok. Bon, et la plupart, c'est par an. Alors, il y a plein de choses qui rentrent dans les actions QVT. Il y a tout ce qui est baromètre de satisfaction. Par exemple, moi, quand je travaillais en start-up, j'envoyais un baromètre tous les mois. Donc, tous les mois, je prenais la température de comment est-ce que vous vous sentez. Et ça, c'est la première base, selon moi, d'une stratégie QVT. C'est faire un état des lieux. L'état des lieux, il peut passer donc par un baromètre régulier. Alors, moi, je recommande vraiment minimum une fois par mois, parce que une fois par an, en fait, un des grands problèmes des enquêtes de satisfaction qui sont envoyées, c'est que si elles ne sont pas suivies d'action, globalement, ça empire le moral des gens, ou en tout cas, ça atténue vraiment la confiance. Donc, si vous faites un baromètre tous les mois, vous pouvez mettre en place des actions régulièrement et montrer que c'est un sujet qui est important et que vous prenez à cœur. Donc, en tout cas, baromètre, selon moi, c'est la base d'une stratégie QVT. Ensuite, c'est mettre en place des actions, sachant que pour la partie écoute, vous pouvez aussi faire des entretiens régulièrement avec les collaborateurs quand vous êtes manager, si votre équipe n'est pas trop grande. Quand on a des équipes de 100 personnes, ça devient un petit peu plus compliqué, mais une équipe de 10 personnes, faire des one-to-one plutôt régulièrement, ça va aussi permettre de prendre la température. Je vais vous quitter le partage d'écran parce que ça ne sert à rien de rester sur cette slide. Donc, on est quand même plutôt sur une action QVT par an ou par mois, et je n'arrive pas à quitter mon partage d'écran. Est-ce que si je reviens là... Tout en haut, normalement. Voilà. En fait, comme j'avais les visages, je ne vous voyais pas. Ok. Donc, première étape, évaluer. Deuxième étape, mettre des choses en action. Troisième étape, analyser quels ont été les changements. Est-ce qu'au fur et à mesure des actions, il y a eu des améliorations en termes d'humain, parce qu'il y a énormément d'indicateurs que vous pouvez étudier en termes de satisfaction au travail, que ce soit l'envie de se lever le matin, le niveau de motivation, le niveau de fierté à faire partie de l'entreprise. Et donc, évaluer en fait tous ces indicateurs permet aussi de savoir si vous êtes sur la bonne voie. Donc, évaluer, écouter les gens, mettre en place des actions, impliquer les collaborateurs. Je pense que c'est une des grandes erreurs qui peut être faite dans les entreprises, c'est de se dire, OK, j'ai une responsable RH ou un ou une Chief Happiness Officer, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, et qui va tout faire, qui va tout créer pour les collaborateurs. Et en fait, ce qui sera le plus efficace, c'est que les actions viennent de tout le monde. En fait, l'idée pour moi d'un Chief Happiness Officer, c'est de faire plutôt chef d'orchestre et de rassembler une équipe qui va mettre en place des choses au fur et à mesure. L'équipe, elle peut changer au cours de l'année ou pas, mais ça va être vraiment, pour moi, un impondérable, en fait, d'infuser la qualité de vie au travail plutôt que de dire, voilà, je vous propose ça. Les collaborateurs, ils diront, wow, en fait, ça ne nous intéresse pas tant que ça, ou ils vont suivre le mouvement. Alors que quand ils sont co-créateurs de la démarche QVT ou bien-être au travail, l'engagement, il n'est pas du tout le même.
pour les collaborateurs. Ok. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans une démarche QVT? Alors, tu as parlé justement des baromètres, de certains indicateurs, mais en type d'action, vraiment, est-ce que toi, tu as des exemples vraiment qui fonctionnent et que tu recommandes à beaucoup de gens et qui sont faciles à mettre en place? Oui. Pour moi, une bonne démarche QVT, elle passe d'abord par une bonne culture d'entreprise qui est partagée aux collaborateurs. Donc moi, quand j'étais en start-up, dès qu'on intégrait un nouveau ou une nouvelle collaboratrice, on présentait la culture de l'entreprise. Dans la culture d'entreprise, il y avait des rituels. Et les rituels, c'est ce qui forme aussi la qualité de vie au travail sur du long terme. Dans les rituels, il y en avait tellement. Et là, le plus dur, c'est de choisir. Dans les rituels, il y avait par exemple les idées du vendredi. Donc tous les vendredis, les collaborateurs soumettaient une idée de n'importe quel ordre, que ce soit une idée technique, une idée commerciale, une idée communication ou une idée RH, pour nous permettre en fait d'améliorer la boîte au fur et à mesure. Dès que les collaborateurs soumettaient une idée, ils recevaient une monnaie virtuelle. À l'époque, c'était avec l'outil, le logiciel Brick, qui a été racheté par Swile, il me semble, B-R-I-Q, que vous devriez pouvoir retrouver. Je vois Manon qui hoche la tête. Brick, qui est un outil absolument génial que j'ai utilisé pendant donc, quasiment 2 ans. On donnait la monnaie virtuelle aux gens. Tous les jours, ils pouvaient l'utiliser pour envoyer des gratitudes et ou des feedbacks aux collaborateurs. Donc ça, c'était génial parce que ça pouvait être des gratitudes. Merci de m'avoir aidé sur tel projet ou juste j'adore ta robe aujourd'hui. Il y a vraiment un petit peu de tout, mais ça fait plaisir et c'est sympa. Une fois qu'ils avaient tous leurs briques, donc reçus avec les idées du vendredi qui avaient été émises, avec tout ce qu'ils avaient pu recevoir, ils pouvaient acheter des choses. Donc pour nous, c'était surtout des lots non monétaires. Dans les lots non monétaires, il y avait demander à quelqu'un de lui offrir un déjeuner, raconter une blague, demander à quelqu'un de lui raconter une blague, faire un ego boost. Donc une personne pouvait demander un ego boost pour elle ou pour quelqu'un de l'équipe. Et donc il y avait 100 collaborateurs qui écrivaient à quel point la personne ciblée était absolument géniale. Et donc plein de choses comme ça, qui sont des petits riens du quotidien, mais qui font énormément plaisir. On avait un jeu aussi tous les 3 mois que j'animais qui s'appelle Gorille et Cacahuètes, où là l'idée c'est de faire plaisir de manière anonyme à une personne de l'entreprise. Donc quand on fait plaisir à quelqu'un, on est un gorille, la personne dont on s'occupe est une cacahuète, et chacun est le gorille de quelqu'un et la cacahuète d'une autre. Et donc ça fait un cercle vertueux de belles actions, alors pas tous les jours, il y avait des gens qui en faisaient toutes les semaines, d'autres qui faisaient un seul truc dans le mois, une seule action positive dans le mois, mais en tout cas ça faisait des jolies choses. Quelqu'un qui arrivait avec un petit cookie sur son bureau le matin, un bouquet de fleurs, ou alors c'était le CEO qui s'était baladé déguisé en gorille dans tout l'open space avec les collaborateurs. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui coûtent rien et qui font super plaisir. Donc ça, c'est des exemples de choses que je pouvais faire moi dans l'entreprise dans laquelle je travaillais avant comme collaboratrice et qui participent vraiment à la culture de l'entreprise et au bien-être des collaborateurs. Super. Et est-ce que, parce qu'on justement on dit que il faudrait pas que ça dure que 5 jours dans l'année, c'est un peu comme tout, c'est comme la journée des droits de la femme, bon, on en parlait toutes les deux. Justement, pourquoi on se dit pas que 5 jours dans l'année ça suffit? Est-ce qu'il y a un réel intérêt à reproduire sur tout le long de l'année? Oui, oui, effectivement, le but de la qualité de vie au travail, c'est pas que les gens soient bien dans l'année juste une semaine. Là, donc c'est la semaine prochaine, la qualité de vie au travail. J'ai été très sollicitée pour animer des ateliers de psychologie positive en entreprise. Mais en fait, si c'est juste pendant cette semaine-là, j'ai envie de vous dire que limite, ça sert à rien. Ça fait du bien sur le moment, les gens sont contents. Mais en fait, tout le propre d'une démarche QVT, c'est qu'elle soit active en fait dans la durée. Sinon, il y a assez peu d'intérêt de mettre des actions en place. Si les gens se disent ah mais en fait on
on se préoccupe de notre bien-être juste une semaine dans l'année, comme enfin, c'est pas bien, mais les entreprises qui offrent des roses pour la journée de la femme ou les réductions pour s'acheter des soutiens-gorge pour la journée de la femme, mais quelle angoisse. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, comment est-ce qu'on l'ancre vraiment dans la durée en se disant, on se soucie des collaborateurs et ça fait partie des valeurs de l'entreprise, ça fait partie de la culture de l'entreprise et c'est pas juste pour faire bien. C'est d'ailleurs une question, je vais vous repartager mon écran, je vais vous remettre une question. J'allais dire, il me semble que tu as des questions qui pourront être utiles pour les échanges après. Exactement. Allez, hop, je repartage mon écran. Quels sont selon vous les enjeux à la mise en place d'une stratégie QVT? Donc quand je dis les enjeux, c'est un peu à quoi ça sert une stratégie QVT. Il y a une partie de, voilà, exactement, rétention des talents, la fidélisation des collaborateurs, la réduction du turnover, fidélisation qui revient, sentiment d'appartenance, oui. La satisfaction, la cohésion d'équipe, productivité, oui. Ok, j'aurais limite pu vous le faire en nuage de mots, celui-là, parce que la fidélisation revient beaucoup. Est-ce que je peux le faire si je fais comme ça? Je teste l'outil un peu en même temps. Ah, magique! Pardon! J'adore. Mais ça marche pas complètement, parce que là, je vois plus que les Et oui, du coup, ça s'affiche plus. Oh non. Je vais remettre la liste des résultats. Ok. Donc, participer à la marque employeur, à la motivation, se sentir bien dans son job pour une entreprise au top. Oui. Ouais, il y a de la motivation, fidélisation, Ouais. bien-être, marque employeur. Non, mais c'est ça. En fait, je pense que tout est dit à ce moment-là dans vos réponses. C'est-à-dire que s'intéresser au bien-être des collaborateurs, c'est pas juste une semaine dans l'année, c'est tout le temps. Ouais, la symétrie des attentions, garder le lien. Et en fait, en ayant cette attention et cette intention positive pour les collaborateurs, il y a un cercle vertueux qui va se créer en fait. Et j'allais dire, c'est toujours comme ça que ça marche. Parfois, évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être engagées dans leur travail, qui sont là pour faire leur 8h, 17h et qui n'iront pas plus loin, et c'est OK. Le bonheur au travail ou la qualité de vie au travail, ça ne se décrète pas en fait, ça se vit. Donc, tout ce que vous pouvez faire... C'est propre à chacun, finalement. Et c'est complètement propre à chacun. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer une communication avec les gens pour créer une synergie et créer ensemble des activités, mettre en place des actions qui conviendront au plus grand nombre. Et après, libre à chacun de décider de s'investir davantage ou non. Mais en tout cas, pour moi, ça part vraiment d'un cercle vertueux de dire, OK, on met toutes les conditions en place pour que vous soyez bien dans votre travail. À vous ensuite de faire le pas et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est d'impliquer les gens pour aussi créer ces moments-là. Le bien-être au travail, ça passe par l'autonomie, ça passe par la confiance, ça passe par la responsabilité. Et ces trois actions-là, elles peuvent aussi être le fait d'actions en fait individuelles et collectives pour plus de bien-être au travail et que ce ne soit pas juste la team RH qui s'en occupe. Bon, mais super. Je pense qu'on on part sur de bonnes bases là. Je pense qu'on a un peu toutes les définitions, un peu tout le contexte. Ce que je vais proposer peut-être, c'est qu'on commence les échanges. Je suis curieuse de savoir quelles sont les questions et les problématiques que rencontrent les participants aujourd'hui. J'ai quelques idées parce que bon, le contexte actuel est un peu particulier, hein, en télétravail, au bureau, mixte. Bon, ça doit être un peu compliqué à gérer, d'autant plus aujourd'hui. Donc, écoutez, on ouvre les échanges. Est-ce que Amélie, tu pourrais juste fermer ton partage d'écran, s'il te plaît? Ouais. Là, j'ai juste une question sur les fins de QVT, comme c'est en lien avec ce que tu demandes. Ouais, mais c'est vrai que c'est... de la laisser quelques minutes pour avoir déjà... Justement, quels sont vos freins à la mise en place d'actions QVT aujourd'hui? Ok.
je vois que le télétravail revient beaucoup. J'ai été pas mal en contact, moi, avec des Office and Happiness Managers qui ont mis énormément de choses en place lors du premier confinement. Et il y a une, comment dire, une lassitude qui s'est créée un peu au fur et à mesure. Mais le télétravail, selon moi, ne doit pas être un frein parce qu'on peut toujours, en fait, transformer les choses. Et quasiment tout ce qui est possible en présentiel, on peut le reproduire d'une manière ou d'une autre à distance. Et après, je rejoins ces personnes parce que nous, idem chez Eurecia, on est très action QVT en interne, etc. Avec la distance, finalement, on a mis en place plein de choses et justement, on a essayé de reproduire un petit peu ce qu'on faisait sur place à distance. Et finalement, ben, j'ai la même sensation, c'est qu'en fait, ça se lasse. Voilà, qu'aujourd'hui, l'engagement est est moindre qu'avant à cause de ça, à cause de la distance, parce que je pense que les gens en ont peut-être marre d'être sur ordinateur et que c'est loin des relationnels humains. Mais alors, je ne sais pas comment ça s'explique. Ça s'explique, je pense, de plusieurs manières. Il y a un côté où il y a des personnes qui se sont vraiment renfermées sur elles-mêmes. Il y a le syndrome de la grotte qui est complètement en train de sortir. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les gens qui sont plutôt introvertis, je vais arrêter le partage d'écran. Les gens qui sont plutôt introvertis, qui n'ont pas tant que ça envie de sortir, qui n'ont pas envie de retourner au boulot, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient très bien chez eux et ils étaient très bien tranquilles comme ça. Donc, il y a ça qui s'est créé. Il y a eu une deuxième chose aussi avec les confinements, c'est ce besoin de sens de la part des collaborateurs. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais pendant des mois, on nous a dit que en fait, les métiers vitaux pour la société, c'était les médecins, les infirmiers, les infirmières, les employés de caisse et de ménage. Donc en fait, les autres, ça pose vraiment en fait la question du sens dans son métier. Donc il y a eu et il y a encore une crise de sens chez les collaborateurs. Et puis, c'est vrai qu'une des choses qui est très difficile, je trouve, à distance, c'est l'intégration des nouveaux collaborateurs. Ne pas pouvoir intégrer une équipe en physique. Je connais des personnes qui ont intégré des entreprises comme ça a été très compliqué. Tout le monde a beau y mettre beaucoup de choses en place, c'est quand même pas la même chose de rencontrer tout le monde autour des croissants un lundi matin pour dire bonjour, je suis la nouvelle, que derrière un ordinateur à aller voir tous les collaborateurs. Oui, ça c'est sûr. Bien, écoutez, on va ouvrir les échanges. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer, nous exposer une problématique qu'il rencontre aujourd'hui, une expérience à partager? N'hésitez pas, il suffit je sais pas, de me faire un coucou ou de prendre la parole directement. Vous pouvez actionner votre micro en bas à gauche. Voilà, Pascal, je vois que... Bonjour, moi je suis Pascal, Bonjour Pascal. de l'agence de développement touristique de l'Ardèche. Effectivement, par rapport au télétravail, alors nous, on a été avec des jauges réduites, etc., en demandant quand même un jour, enfin, sauf pour le premier confinement dur, en fait, un jour de présence par semaine. Et c'est vrai que ce que je constate, c'est que des personnes de l'équipe qui ne se sentent pas forcément à la base déjà reconnues à leur juste valeur, finalement, qui peuvent se sentir un petit peu mésestimées, c'est vrai que vont très rapidement vers le syndrome de la grotte, justement, de ce qu'on disait. Et alors, moi, je suis assistante de direction, donc du coup, c'est vrai que j'essaie un petit peu par des attentions, individuelles, etc., de les ramener, mais c'est compliqué, en fait, parce qu'il faudrait quelque chose, je pense, de beaucoup plus collectif pour arriver à les faire revenir, en fait, parce qu'il y a une perte de sens, très clairement, aussi. Alors après, on a des actions. C'est vrai que les personnes de l'équipe, on amène souvent des croissants pour partager un moment convivial, etc. Là, on va avoir un séminaire d'équipe dans 15 jours sur 2 jours avec une partie détente aussi pour construire la future stratégie touristique. Donc là, c'est vraiment un travail d'équipe, mais c'est vrai que c'est compliqué de mettre ça en place au niveau collectif, en fait. Ouais. Alors, je pense que pour les personnes qui sont un peu plus introverties, les rendez-vous en one-to-one avec les managers,
vont vraiment être d'autant plus importants. Et c'est là où aussi la formation des managers à tout ce qui est intelligence émotionnelle va beaucoup compter. Parce que là, on parle beaucoup des émotions. Derrière l'écran, en plus, c'est plutôt facile. En plus, je ne sais pas comment ça se passe dans vos entreprises, mais moi, j'en ai vu beaucoup où tout le monde coupe la caméra en réunion. Donc, en fait, on ne voit même plus le visage des gens. Et c'est hyper difficile, en fait, derrière de mettre des choses en action. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet de sensibilisation des managers, un sujet à faire sur tout ce qui est intelligence émotionnelle, et la psychologie positive peut aussi aider à se dire, OK, là, on a passé 1 an dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Comment est-ce qu'ensemble, on redonne du sens à notre travail? Comment est-ce qu'ensemble, on retrouve la motivation? Comment est-ce qu'on remet de la cohésion dans une équipe qui s'est vue à distance quasiment exclusivement pendant 1 an? Et je pense que ces actions-là, elles ne peuvent pas se faire en claquant des doigts ou en 1 semaine. Rétablir toutes ces choses-là, ça prend du temps de retrouver la confiance des collaborateurs, de retrouver les choses qui ont un petit peu manqué au fur et à mesure. Et moi, je me posais la question, est-ce que c'est pas aussi une histoire de confort, finalement, où on est mieux peut-être chez soi, où on a moins de transport, etc. Mais ça, comment revenir en arrière? C'est ça qui me... Je pense que j'ai l'impression que c'est le plus compliqué. Alors bon, il y a ceux qui se sont éloignés, mais ceux qui restent, qui sont bien engagés, qui sont contents de rester chez eux, qui ne veulent pas revenir. Est-ce qu'il y a des solutions à ça? Ouais, alors ça, ce sera une décision de la part des entreprises de revenir complètement en présentiel ou non. Moi, je pense qu'il y a un juste équilibre qui peut se faire. Maintenant, aujourd'hui, on sait que les entreprises peuvent travailler efficacement et ils sont d'autant plus performants en distanciel, d'autant plus qu'il y a quand même eu quelques aléas au télétravail avec des gens qui faisaient des horaires pas possibles parce que justement, en fait, il n'y a pas de transport et l'ordinateur est dans le salon. Donc, plus possible de couper la journée. Il y a le nombre de gens que je connais qui travaillaient de 8h du matin jusqu'à 22h non-stop en mangeant devant l'écran parce que je pensais que le télétravail allait réduire la réunionnite française. Et non, mais quelle idée. Donc, les gens sont là, micro et caméra coupées. Ouais, bien au contraire, j'ai l'impression. Et je trouve ça incroyable. Bon, il y a un vrai sujet là-dessus. Mais oui, je pense qu'il y a un équilibre qui peut se faire de dire aux gens, mais en fait, vous pouvez faire la moitié de la semaine en télétravail, 1 semaine sur 2, mais en tout cas trouver des compromis tous ensemble pour que ça convienne le plus possible, parce qu'effectivement, travailler de chez soi, ça peut être aussi très confortable. Il n'y a plus les transports, il y a moins de stress, mais il y a moins aussi d'échanges avec les collaborateurs. Il n'y a plus la pause café où on se raconte des choses informelles, et c'est tellement important ces moments informels en entreprise. On ne peut pas rester uniquement sur les réunions à enchaîner des choses très formelles. L'entreprise se crée aussi sur tout l'informel. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rebondir sur ça ou exposer un tout autre sujet? N'hésitez pas à activer votre micro en bas à gauche. Ouais, Est-ce qu'on a répondu à Pascal tout à l'heure? Je sais pas. Je vois des têtes. Vanessa, moi, je veux bien. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis secrétaire de direction aussi. Et en fait, il y a 1 an, j'ai monté un comité bien-être parce que dans ma société, je sentais bien que voilà, c'était un peu compliqué. Et en fait, donc là, j'ai réussi à mettre en place quelques actions cette année, parce que l'année dernière, avec les confinements, tout ça, ça a été très compliqué. Mais cette année, j'ai réussi à mettre en place des webinaires sur le sommeil, des cours de sport à distance. Et là, dernièrement, j'avais prévu de faire un atelier du rire, justement pour préparer le retour, etc. Donc, on est 300 sur le site où je travaille. J'ai eu 6 inscriptions à mon atelier du rire.
Voilà, les autres, j'avais entre 30 et 40 personnes. Donc, bon, là, c'était déjà un peu mieux. Mais là, j'ai eu que six inscriptions. Et donc là, ça a été un peu la douche froide parce que je me suis dit, en fait, les gens, ils se désengagent complètement. Ils sont vraiment pas prêts à ça. Enfin, ou en tout cas, ils n'ont plus envie. Enfin, voilà. Donc là, je suis un peu à court d'idées pour essayer de motiver les gens. Même les gens dans mon comité sont difficilement mobilisables. C'est souvent moi qui lance les idées, eux qui me suivent, voilà. Mais donc voilà, donc là, je suis un peu à court d'idées, un peu à me dire, est-ce que vraiment je poursuis dans cette démarche? Est-ce que, voilà. Okay. Je me pose beaucoup de questions. Il y a combien de personnes dans ce comité bien-être? Alors là, on est 5. D'accord, ok. 5, il y a une personne du CSE, il y a qui est manager aussi. Et puis, il y a des personnes il y a une RRH, une responsable RH de proximité. Et puis, il y a des personnes de différents services. Moi, quand j'avais monté le comité, j'avais voulu justement faire appel aux forces vives et donc prendre des personnes de tout statut, de tout service, voilà, pour que tout le monde que ça touche un maximum de personnes, en fait. Super. Et c'est des personnes qui étaient volontaires pour Oui, tout à fait. Ouais. J'avais lancé, même moi, c'est moi qui ai proposé à la direction, en fait, de monter ça. C'est vraiment, ça venait de moi, parce que j'avais envie de faire bouger un peu les lignes et faire que les gens se sentent mieux. Voilà. Donc, c'est un peu bilan mitigé, quoi. Ok, mais l'idée de base, elle est excellente. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment le plus important de mobiliser des gens avec soi pour ne pas être seul à mettre en place des actions. Effectivement, même un micro-groupe peut avoir besoin de quelqu'un qui prenne les décisions ou qui impulse le mouvement parce qu'en fait, il y a eu tellement de boulot à côté, mais en fait, on n'a pas le temps, on a autre chose à faire. Donc, ce que j'aurais tendance à proposer, c'est de créer des rendez-vous réguliers. Le yoga du rire, je ne sais pas si certains ont pu tester ici. Il y a souvent une réticence au départ à y aller. Ça peut être une activité qui fait un petit peu peur. On se dit non mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exprès de rire pendant 1 heure, c'est trop bizarre, alors qu'en vrai c'est hyper sympa. Ouais, bah c'est ça avait l'air sympa. Hein, mais Ah non, mais quand c'est bien fait, c'est absolument génial. Mais effectivement, ça peut créer des réticences à se dire, ok, un atelier sur le sommeil, je me rends compte que je dors mal, donc potentiellement, je vais y aller. Mais un yoga du rire, potentiellement, si la communication, elle est peu amenée sur les bienfaits ou ce genre de choses, ça peut vraiment faire flipper les gens. Je discutais par exemple hier avec un CHO d'un groupe de 300 personnes et en fait lui il fait des webinaires tous les mardis qu'il anime parce qu'il est coach notamment, il a pas mal de connaissances en développement personnel, etc. Et sur certaines thématiques en fait il s'enregistre tout le temps. Imaginons il fait un webinaire sur la confiance en soi et en fait les gens ils osent pas trop se connecter au webinaire parce que sinon, les gens vont penser que ah ouais, mais en fait, toi, t'as pas du tout confiance en toi. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre tout et qu'il met le lien du replay dans le chat, dans le Slack ou autre outil de com interne. Et là, il voit les gens qui regardent la vidéo. D'accord. Mais ça, c'est pareil. J'ai mis en place aussi un réseau social d'entreprise. Ah bah pareil, j'ai eu aucun retour, rien. J'ai eu 3 likes, dont 2 de mon équipe, donc en fait, enfin du comité. donc voilà, donc c'est vrai que c'est difficile. Après, je vois là les commentaires, les gens, vous êtes gentils de m'encourager, c'est sympa. Après, j'avais fait un questionnaire il y a 1 an, justement pour savoir ce que les gens voulaient, parce que j'ai cru voir, il y avait une question aussi. Donc, pour savoir ce que les gens aimeraient voir comme atelier, etc. Donc, on a suivi ce qu'ils avaient demandé. Mais malgré ça, bon, là, peut-être que c'est la situation qui fait ça. Mais c'est vrai que enfin, voilà, j'aimerais vraiment, même pour le retour, quoi, les détendre. Je m'étais dit, moi, l'atelier du rire, ça va détendre tout le monde pour le retour. Et en fait, pas du tout, quoi.
ça prend pas. Donc, j'aimerais réussir ce retour aussi sur site. Et bon, si vous avez des idées d'ateliers ou de choses qu'on peut mettre en place, ce serait bien. Est-ce que ça commencerait pas aussi peut-être par avoir peut-être 3 idées et proposer, voir ce qui plaît le mieux? Je sais pas. Oui, peut-être, effectivement. Oui. Je sais que, ouais, des fois, c'est vrai que, comme disait, je sais plus dans le chat, changer l'intitulé aussi de certains. Oui, ça j'ai vu, ouais, effectivement. Nous, on l'a appelé l'atelier du rire. Alors, ça va peut-être pas fait rire tout le monde, mais voilà. D'accord, ouais, effectivement, ouais, utiliser des termes peut-être différents, effectivement. Ouais. Alors, justement, parmi les participants, est-ce que quelqu'un peut aider Maud dans sa. Franck a une suggestion. Oui, Franck? Franck, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour, Maud. Bonjour. J'ai dans mes connaissances une rigologue. Alors, je ne savais pas que ça existait et je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps et donc elle fait des ateliers de rigologie justement. Et D'accord. pour attirer du monde, en fait, elle insiste sur les bienfaits de l'évolution positive de par le taux d'accident de travail en fait dans les entreprises. Car moi, si vous voulez, je suis consultant indépendant en paye et ressources humaines. Et donc, le taux d'accident du travail dans une entreprise, c'est une chose très importante. Moi, j'ai réalisé des audits de taux AT dans des grosses entreprises. Et grâce à cela, on fait réduire les coûts. Et je pense que partir un peu sur cet argument-là au niveau… moi, je parle au niveau de l'entreprise. Oui, du chef d'entreprise. Après, pas forcément au niveau des collaborateurs, puisque eux ne savent peut-être pas trop forcément comment ça fonctionne. Ça fonctionne, peut-être expliquer justement aux salariés justement comment fonctionne la fixation du taux d'accident du travail. Et là, à ce moment-là, je pense que vous pourriez avoir, des gens qui adhèrent. Des soutiens et des… D'accord, ok. Voilà. Je note. En fait, effectivement, les soutiens, ça va être la chose la plus importante, de se baser sur ces personnes-là qui sont moteurs dans l'entreprise. Je pense qu'effectivement, demander l'avis des gens, ça peut être une bonne idée. Qu'est-ce que vous proposez entre ça et ça? Ça peut être aussi créer des moments un peu obligatoires par équipe. Dire par exemple, OK, l'équipe com marketing, là, vous avez un mini… team building tous ensemble et dire aux gens, mais en fait, là, c'est tout le monde, rendez-vous, tout le monde, c'est un moment de cohésion en fait. Et c'est pas juste un moment où les gens s'inscrivent s'ils le souhaitent ou pas, parce que c'est important de partager ses émotions en équipe, ses émotions positives en équipe. Ça, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi. Moi, je dirais vraiment déjà continuer sur cette voie-là, sensibiliser les gens au fur et à mesure et les inviter à devenir acteurs en disant « Ah, j'ai vu que tu n'as jamais participé. » Bon, sur 300 collaborateurs, c'est peut-être un petit peu dur de spotter les gens, mais aller en voir au fur et à mesure en disant « Ah, est-ce que tu as déjà participé? Qu'est-ce qui t'a plu? » Je ne sais pas si vous pouvez faire un questionnaire pré-retour au bureau de… qu'est-ce qui vous a plu pendant le télétravail? Ça, j'y ai pensé, oui, c'est ça. Faire un genre de livre pour préparer justement des réunions avec les managers, etc. Et ça, j'ai soumis l'idée au directeur et il est moyen chaud, donc… Pour moi, ça va être quelque chose d'important sur le retour au bureau, de vraiment faire le point sur l'année écoulée. Qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut jeter. Oui, c'est ça. Ok. Et derrière, impliquer les gens sur OK, vous voulez garder ça, quel est le plan d'action pour l'améliorer, ou vous voulez jeter ça, plan d'action, par quoi on remplace? Comment est-ce qu'on fait autrement? En fait, on ne peut pas s'en passer. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit OK pour vous? La communication, c'est vraiment la base. Donc, échanger ensemble. Ouais, il y a Stéphanie qui dit aussi détecter les personnes en souffrance. Complètement. Les échanges en entretien one-to-one ou via les questionnaires permettront d'identifier davantage ces personnes-là. D'accord. Et pareil, rejoindre les gens par équipe en disant, en fait, c'est comme un séminaire qu'il ait lieu en ligne ou en présentiel, mais là, c'est comme si
en mini-séminaire d'équipe. Donc, tout le monde rendez-vous pour tel atelier ou pour telle chose et qui, du coup, soit vraiment sur les heures de travail, pas entre midi et 2 quand les gens sont en train de manger. Voilà, vraiment le ritualiser. D'accord. Ok. Bon, bah, j'ai une base. Merci beaucoup, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Oui, n'hésitez pas, il reste une douzaine de minutes. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Merci. Myriam. Ah oui, bonjour Myriam. À l'appareil. J'aimerais bien donner mon partage d'expérience justement à ce sujet, enfin, si ça peut donner des idées à d'autres. Donc, je suis assistante de direction également et j'ai aussi été confrontée à certaines difficultés. Donc, moi, je ne pense pas que ça soit vraiment le type d'initiative qui peut être à l'origine de certaines réticences. Pour vous donner un exemple, moi, le vendredi après-midi à 17h30, voilà, c'est la fin de semaine, je me dis que c'est plus détendu. J'organise un blind test musical, en fait. J'utilise un site internet et puis le but, c'est voilà, d'échanger, de jouer tous ensemble. Et j'ai eu, j'ai eu 8 participants. D'un côté, ça ne me dérange pas plus que ça parce que pour des raisons de logistique, ça serait compliqué, on s'entendrait beaucoup moins, c'est beaucoup mieux en petit groupe. Mais il y a plein de gens qui se désistent, il y a plein de personnes qui, au dernier moment, ils ont une réunion. Donc, parfois, c'est un peu dur de trouver le créneau où tout le monde est disponible, on va dire, au même moment. Je sais qu'à un moment donné, j'ai abandonné et donc je vais reprendre vendredi. Et là, par contre, je vais étendre, je vais proposer des petites sessions pour des collègues qui ne sont pas forcément dans mon service. Et je vais en proposer d'autres dans 2 semaines avec des personnes de mes équipes, sachant que je travaille pour 3 départements. Mais en tout cas, même les personnes qui étaient réticentes au début, ils ont été vraiment surpris, ils sont revenus. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras et que parfois, effectivement, il y a des réticences, il y a des personnes qui ont du travail et qui pensent qu'effectivement, ça va, enfin voilà, ils vont être peut-être moins concentrés ou autres, mais en tout cas, en tous les cas, les gens qui viennent peuvent revenir et dire même parfois des collègues peuvent dire à d'autres de venir. Donc moi, je pense qu'il faut, même avec un petit groupe, moi je continue. Là, je me suis remotivée, je vais en refaire et je me dis autant avoir un petit groupe, même si c'est pas beaucoup de personnes, ça peut être sympa. Et dans la semaine prochaine, par contre, on va organiser un événement à distance. Parce qu'on a d'autres pays aussi dans l'entreprise. Et là, pour des raisons qu'on connaît tous, c'était pas possible de se regrouper, mais je vais leur faire ça sera avec des musiciens. Donc, c'est une surprise. Donc, j'espère que ça va leur plaire. Et là, par contre, ils ont tous confirmé parce que c'est obligatoire. Et on sera 26 personnes au total. Ok. Là, ce que les personnes disent beaucoup dans le chat, c'est que peut-être que le vendredi en fin d'après-midi n'est pas le bon créneau. Moi, typiquement, si on me proposait quelque chose un vendredi en fin de journée, clairement, je pense que j'aurais envie de faire autre chose. Mais c'est personnel. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je confirme, le vendredi, ouais, c'est perso le vendredi. Ouais, merci beaucoup. J'ai pas trouvé, à vrai dire, je suis preneuse, ouais, si vous avez des idées, j'ai pas trouvé je sais pas quel jour, je sais que le mercredi, c'est la journée des enfants en général, je sais pas trop je vais tester le jeudi sinon. Il y a une question dans le chat qui demande quels sont les créneaux idéaux. En fait, il n'y a pas de créneau idéal parce qu'il dépend des entreprises dans lesquelles vous travaillez, de la moyenne d'âge, d'un tas de paramètres différents. Demandez à vos collaborateurs. Envoyez un petit Google Form en disant voilà, on aimerait organiser des choses qui vous fassent du bien. Quel est le meilleur créneau pour vous? Avez-vous des idées d'activités qui vous feraient particulièrement plaisir? Vraiment, sondez les gens. C'est comme ça que vous allez les engager et c'est comme ça que vous allez les faire venir. Alors, Isabelle. Merci en tout cas. Je vois qu'il reste 8 minutes, alors il faut en profiter. Qui voudrait poser ces questions? Bonjour. Bonjour Clara. Bonjour, moi je travaille pour une société, on a une 50aine de collaborateurs. Je suis responsable marketing communication et donc j'interagis beaucoup avec notre responsable RH, puisqu'en fait en com interne et en RH, on est très liés. On fait pas mal d'événements en tout genre,
de type on va souhaiter les anniversaires de tout le monde à la fin de chaque mois, on fait tous les anniversaires du mois, on fait des petits déjeuners du succès, on fait toutes les fêtes possibles et imaginables où il faut manger des choses, on les célèbre. Donc on passe notre vie à manger concrètement. Et en fait, je voulais savoir comment on pourrait faire pour gérer les éternels négatifs et réfractaires à tout ce qu'on peut faire. On a des personnes qui, quoi qu'on fasse, auront toujours la même réaction qui est « oui, mais c'est pour essayer de nous acheter »,« oui, mais c'est pour cacher des choses vicieuses derrière ». Et je ne sais pas comment faire pour gérer ces gens-là. Vous ne pouvez pas. Ok. Au moins, c'est clair. Globalement, vous n'allez pas convaincre quelqu'un de changer d'avis. En fait, là, ce type de personnage dont vous parlez, ça me fait penser à donc, Isaac Getz, qui est un des grands professeurs, en tout cas, un des grands experts des entreprises libérées, parle de 3 types de collaborateurs dans une entreprise. Il y a les renards, dont vous venez de parler, qui sont nocifs. J'aurais pas dû commencer par les renards. Je vais commencer. Donc, d'abord, il y a les poules aux œufs d'or. Donc, c'est les salariés hyper engagés. C'est les 11% de collaborateurs engagés dans l'entreprise. Après, il y a 59%, si je ne me trompe pas, de chevaux fatigués. Donc, ils sont là, ils font leur travail. Ils ne sont pas super engagés. Enfin, ils sont plutôt désengagés, mais pas activement désengagés. Et à côté, il y a les renards qui sont nocifs pour l'entreprise, qui cherchent à manger les poules aux œufs d'or pour les transformer soit en cheval fatigué ou en renard à leur tour. Et donc, ces gens-là, ils sont désengagés dans l'entreprise. Et en fait, pour changer la donne, c'est soit à un moment donné, ils se fatiguent parce qu'ils se rendent compte que leur fonctionnement ne marche pas avec les gens, donc ils vont finir par se fatiguer et par dire bon bah ok tant pis, j'en ai marre d'être derrière à tout critiquer et finalement je suis plus si bien intégrée que ça, donc je reviens dans la course. Mais ça va être sur du long terme. Globalement, les gens qui sont hyper négatifs comme ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le bien-être au travail, ça ne se décrète pas. Les gens qui veulent penser que l'entreprise fait ça uniquement pour les acheter, ils disent ok, bah, très bien, on essaye de t'acheter, ok, and so what. C'est vraiment un type de réflexion qui est particulière. Je vais vous raconter un truc. Moi, mon mari, il est anti-bonheur au travail. C'est quand même un peu marrant quand on voit ma profession. Mais son job, il l'aime pas franchement. C'est ok, c'est son gagne-pain. Donc, il y va tous les jours. Il fait bien son boulot parce qu'il est quand même intègre. Il y va pas forcément, il tire pas la gueule tout le temps, mais disons que c'est un cheval fatigué. C'est pas un renard nocif, mais c'est un cheval fatigué. Et il n'a pas envie d'être bien dans son travail parce que dans sa conception, travail vient du latin tripalium qui veut dire engin de torture. Donc, de base, c'est comme ça, c'est ancré comme ça dans son cerveau. Et c'est pas parce qu'il vit avec quelqu'un qui prône le bonheur au travail à tout va qu'il change d'avis. Il a le droit d'avoir cet avis-là. Ce qui est important, c'est qu'il ne soit pas nocif pour les autres. Donc, si vous avez des collaborateurs qui ont vraiment cet aspect nocif, là, je pense qu'un point s'impose pour dire attention, ok, tu n'es pas du même avis ou tu penses que ceci, cela. En revanche, il y a quand même des règles, il y a un cadre de bienveillance, potentiellement, que vous pouvez rappeler pour remettre les choses à leur place. Mais les personnes qui ne veulent pas s'engager dans l'extra-professionnel, vous n'allez pas pouvoir les forcer. J'en suis désolée pour vous. Mais... Non, mais sans les forcer, c'est plus essayer de leur faire comprendre qu'on ne fait pas ça pour leur faire du mal. Hein. Ouais. C'est plutôt sympa à la base. Ah bah oui. Non, là, c'est clairement... c'est continuer en fait toutes les actions en expliquant pourquoi vous le faites. Et si les gens gardent leur mauvais caractère, en fait, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Ok, merci. Je peux me permettre, pour rebondir sur ce petit point. Oui. Hop. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais je pense que oui. Pour rebondir sur ce petit point, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Amélie. Des fois, il ne faut pas chercher même à dépenser trop d'énergie pour attraper au vol des gens qui n'en font même pas la demande.
Mais par le passé, je suis aussi tombée sur des personnes assez réfractaires qui critiquaient beaucoup les actions, ce genre de choses, qui ont fini par devenir les premiers adeptes au bout d'un moment, parce qu'ils attendent des preuves terrain. Ils veulent être convaincus vraiment, ils n'ont peut-être pas les mêmes critères que les autres. Et en discutant avec eux et en les questionnant, mais pas en essayant de leur vendre quoi que ce soit, juste en les faisant parler, parfois on peut se dire, tiens, ben en fait, c'est que le format qui était proposé ne te convenait pas et tu préfères critiquer que participer parce que la QVT, oh mon Dieu, il y a des gens qui sont un peu allergiques à la QVT. Et pour autant, voilà, nous, il a suffi qu'on fasse un petit déjeuner campagnard avec du pâté et du camembert pour un d'entre eux. Alors, pour le coup, tout le monde était réfractaire sauf lui. Mais il a compris qu'on avait pris en compte ses besoins, qu'on faisait attention à lui, qu'on l'écoutait. Petit à petit, il est venu aux événements. Et il est rentré dedans. Voilà, c'était un cas particulier, mais il y a certaines personnes comme ça aussi. Il ne faut pas essayer de les convaincre. Il faut juste tenter un peu d'innover. Et moi, je pars du principe que les gens réfractaires ou les absents, même les gens qui ne viennent pas, sont une opportunité d'innovation, sont une occasion de se dire, bah, tiens, si j'arrive pas à faire décoller tel événement, si je peux modifier 2-3 petites choses en faisant du feedback constamment, bah, je peux réussir à donner quelque chose au bout, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Manon. Effectivement, il y a des switches qui peuvent s'opérer. Et je rebondis sur ce que Koucha partage en commentaire. J'espère que j'ai bien prononcé le prénom. Et qui est très pertinent et sur lequel je trouve que c'est important de revenir. Koucha dit, en réalité, plutôt que de se demander quand et comment intéresser et impliquer les collaborateurs aux événements et mesures QVT, l'important est de questionner en préambule les véritables besoins et en suivant, réajuster les actions en fonction de ces besoins. Proposer du yoga, des sorties VTT ou des paniers de fruits à un employé dont la source du mal-être repose sur des objectifs inatteignables, un contenu du travail vide de sens ou un mode managérial inadapté, c'est comme se plier en quatre pour apporter à manger à quelqu'un qui meurt de soif. Oui, d'où l'importance, je reviens sur le baromètre QVT à établir régulièrement, des entretiens en one-to-one pour justement venir à la rencontre des besoins des collaborateurs. Je pense que c'est une bonne conclusion finalement. Finalement, c'est d'abord être à l'écoute, faire un état des lieux, savoir ce qui se passe pour mettre en place des actions adaptées finalement. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot, Amélie? Parce que je vois que l'heure est écoulée malheureusement déjà. Déjà, un grand merci à tous pour votre présence, pour votre attention, pour votre participation et vos retours aux différentes questions qu'on a pu vous poser. La mise en place d'une stratégie QVT, c'est jamais évident. Donc, vraiment persévérer dans ce que vous faites si vous pensez que vous êtes sur le bon chemin. Écoutez vos collaborateurs, allez à la rencontre de leurs besoins pour pouvoir proposer des choses. Intégrez-les à la mise en place de la stratégie pour ne pas être la seule et unique personne qui propose des choses et le jour où vous partez, il ne se passe plus rien. Vraiment, questionnez, intégrez les gens et partagez, sensibilisez le plus possible à pourquoi vous faites cette démarche. Merci beaucoup Amélie, vraiment, c'était super intéressant. Grand sujet finalement, vaste sujet. Moi, je le savais, mais effectivement, bon, mais dites-moi en commentaire si le sujet vous intéresse et que vous aimeriez aller encore plus loin. On peut encore prévoir un canapé RH dans les mois qui viennent, encore sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me le dire. Merci à tous, merci beaucoup Amélie, merci à tous d'être venus. Je vais vous laisser un petit sondage pour que vous me disiez que si ça vous plaît ou pas, si ce canapé RH vous a plu. N'hésitez pas vraiment à me mettre un commentaire si vous avez des idées de sujets, des envies ou vraiment des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas. Comme d'habitude, vous recevrez le compte-rendu écrit et le replay vidéo. Je vous donne rendez-vous le 6 juillet pour parler de la méthode DISC, donc une méthode de management, comment mieux manager vos équipes en utilisant votre style comportemental. Ça sera avec Patrick Mathieu, qui est spécialiste en méthode DISC. En août, il n'y aura pas de webinar parce que vacances pour tout le monde, enfin je l'espère, je vous le souhaite. Et en septembre, je reporte en fait celui qui a été annulé le mois dernier pour faire le plein d'astuces et d'idées d'animation justement pour réengager les salariés. Donc, je
je vous attendrai à ce rendez-vous-là. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, un bon courage pour tous ces changements. Ne baissez pas les bras, vous allez y arriver. Et en tout cas, si vous êtes là, c'est que déjà, vous faites de bonnes actions parce que vous êtes bienveillants. Donc, je vous en félicite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, autant sur la page d'Eurecia que sur mon compte Amélie Brideau ou Comiso. On met pas mal de bonnes astuces, de conseils pratiques ou d'études qui ont été effectuées pour améliorer le bien-être au travail des collaborateurs et de vous aussi. Parce que ça passe par vous aussi. Enfin, c'est pour vous aussi. Mais je vous mettrai tous les liens utiles dans le compte rendu. Merci Amélie, merci à tous et très bonne journée. Merci, très bon après-midi tout le monde. Au revoir.